pour vous apporter. En fait, mon objectif, vraiment, c'est de vous permettre de structurer et de voir un petit peu différemment les impacts de l'absentéisme, présentéisme, pénurie de main-d'œuvre quand on fait des choix en entreprise. Juste, bon, m'assurer, parfait, ça fonctionne. Donc, ce qu'on va regarder brièvement, puis je me suis permis, après la journée d'hier, qui était là hier en passant à main levée? Excellent. Je me suis permis hier soir de rajouter quelques diapos là, pour faire des liens avec les conférences que vous avez vues hier. On va regarder, grosso modo, passer à travers les concepts, hein, absentéisme, présentéisme, pénurie de main-d'œuvre. Je vais vraiment vous parler aujourd'hui du concept de la marge de manœuvre. Est-ce qu'il y en a ici à main levée que quand je leur dis la marge de manœuvre, le concept en ergonomie de la marge de manœuvre, c'est très clair pour eux? Ah ben voilà, mon ergonome me dit oui, c'est bon ça, Audrey, je suis contente que tu saches c'est quoi. Donc, ben, parfait. Et ensuite, la variabilité du travail, puis on va regarder un petit peu l'impact de tout ça dans la pénurie de main-d'œuvre. Donc, d'abord, j'aimerais situer l'ergonomie. On a beaucoup parlé hier, on a entendu facteur de risque ou risque ergonomique, posture ergonomique. On a parlé de risque ergonomique dans la modernisation de la loi. C'est vrai, mais l'ergonomie, ce n'est pas que la prévention des troubles musculo-squelettiques, ce n'est pas que l'observation des postures. Donc, je me permets ici de vous dire que dans la modernisation de la loi, ce qui a été ajouté par rapport aux risques ergonomiques, en réalité, c'est plus les risques biomécaniques de développer des troubles musculo-squelettiques. D'accord? Donc, l'ergonomie, on va regarder, c'est vraiment une science qui permet la compréhension, en fait, fondamentale de la relation qu'il y a entre l'humain, la machine et l'activité de travail. C'est devenu, dans les 20 dernières années au Québec, une profession plus que uniquement une science utilisée par plusieurs acteurs, les ingénieurs, les architectes, les designers. Donc, l'ergonomie va vraiment s'impliquer maintenant davantage dans la conception, mais ce qui est au cœur de l'ergonomie, c'est de comprendre la situation de travail pour la transformer. Et si le risque premier est un risque musculo-squelettique ou un risque de charge mentale, on va essayer d'aller faire une enquête pour comprendre le travail en fonction de ça. Le concept de marge de manœuvre est excessivement important en ergonomie pour décider des choix qu'on va faire pour diminuer les risques. Donc, les ergonomes, dans les domaines d'application, vous voyez, les postures, là, c'est ici, là, OK? C'est seulement une petite partie de l'ergonomie. L'ergonomie va aller au niveau physique, oui, mais il y a de l'ergonomie cognitive aussi, et il y a également l'ergonomie plus organisationnelle. C'est pour ça que vous allez m'entendre parler de concepts qui sortent un petit peu des postures de travail, des cadences ou des répétitions de gestes. Donc, la différence maintenant entre la SST et l'ergonomie. Est-ce que c'est clair pour vous, cette différence-là? Si je vous demandais, c'est quoi la différence entre les deux? Qui serait capable de me décrire la différence? Pardon? Un avant et un après. La SST, la santé, sécurité au travail, a été beaucoup portée par notre loi et par la CNESST. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est plus intéressé aux accidents de travail. Donc, les accidents plus traumatiques, les chutes, les coupures, les écrasements de jambes, de bras, peu importe. Tandis que la prévention des troubles musculo-squelettiques, historiquement, au Québec, a plus été portée par l'ergonomie. Maintenant, avec la modernisation de la loi, les entreprises, même de moins de 20 employés, ont l'obligation d'identifier les risques de développer des troubles musculo-squelettiques qui sont davantage quelque chose qui arrive de façon insidieuse. Vous êtes d'accord avec moi? Entorse lombaire, lombalgie, des tendinites, des capsulites, des cervicalgies, tous ces mots-là qui se développent tranquillement et qui sont difficiles des fois à cerner ou à prévenir. Donc, la SST, les accidents, l'ergonomie, les troubles musculo-squelettiques. Et je veux faire un lien avec la conférence de Geneviève Bureau hier par rapport à l'amélioration continue, parce qu'en Europe, l'ergonomie arrive vraiment par la performance, tandis qu'au Québec, on rentre beaucoup par la santé-sécurité et on doit s'inscrire dans un processus de l'amélioration continue. Ce que Geneviève nous a expliqué hier, c'était vraiment intéressant par rapport à des processus, mais quand c'est une transformation d'un poste qu'on doit faire, la démarche d'amélioration continue doit situer l'ergonomie entre l'analyse et l'amélioration. Il faut qu'il y ait une enquête ergonomique pour mieux comprendre. Donc, je suis en train de reculer, je reviens. Donc, maintenant, si on regarde un petit peu ces terminologies-là, l'absentéisme, c'est ne pas être au travail quand on est supposé être au travail. Et il y a plusieurs causes à ça.
Le taux d'absentéisme, c'est un phénomène qui est répandu, qui va affecter aussi les entreprises. Puis, ce qu'on souhaite, c'est comprendre pourquoi il y a de l'absence, qu'il soit de courte durée, qu'il soit ponctuel versus une absence prolongée. Il y a plusieurs causes, mais avant, dans les statistiques, Canada, regardez en 2023, le taux d'absence au travail, autant hommes-femmes, au Canada était de 11 journées perdues de travail. C'est une moyenne, hein, ça vient inclure un ensemble de choses. Puis au Québec, on était à 12. Donc, l'absentéisme, c'est un concept qui nous interpelle quand même, en plus de la pénurie de main-d'œuvre. Les causes, des mauvaises conditions de travail. J'aime pas mon travail, je me sens pas bien au travail. Il y a tout l'aspect des maladies professionnelles, les accidents de travail qui font qu'il y a des absences plus prolongées. La surcharge de travail aussi. Je vais tellement être surchargée, je vais tellement plus être capable de suivre le rythme qu'à un moment donné, je m'absente parce que c'est trop. Puis finalement, les mauvaises ambiances de travail, il y a plusieurs causes, évidemment, qui peuvent être responsables de l'absentéisme. Maintenant, le présentéisme. À la base, le présentéisme, c'est vraiment le concept d'être trop présent dans un milieu de travail, okay? Le principe de base. Et ce qu'on cherche, c'est, dans le fond, on est trop présent, notamment à l'extérieur des heures prévues. Ce concept-là a été élargi aux États-Unis en termes de théorie pour aller chercher aussi, je suis au travail physiquement, mais je ne suis pas complètement là pour être capable de faire mon travail et être productif. Donc, soit parce que j'ai des problématiques psychologiques, soit parce que j'ai des problématiques de santé, j'ai de la douleur, je ne suis pas physiquement là. Il y a plusieurs types de présentéisme. Il y a le présentéisme contemplatif. Je suis là, mais je ne suis pas vraiment là. Je n'ai pas le cœur là, puis je ne suis pas vraiment capable de travailler de façon productive. On a le présentéisme aussi stratégique. Hein? Je suis là pour bien paraître, mais en réalité, je ne suis pas vraiment là. Ou je suis là parce que je ne veux pas montrer que j'ai une faiblesse, soit physique ou émotionnelle. Puis finalement, il y a le surprésentéisme qui va être j'en fais trop justement pour me démarquer. Il y a plusieurs concepts autour du présentéisme, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens qui sont là, mais qui ne sont pas en mesure de répondre à la charge de productivité qui leur est demandée ou à la qualité qui leur est demandée. Il y a plusieurs causes, comme vous pouvez voir au niveau du présentéisme. Ça peut être la fatigue. Hein? Je suis dans un état de fatigue qui fait que je ne devrais pas être au travail. Je devrais me reposer. On peut avoir la démotivation. Je suis au travail, mais je suis complètement dépassée par un paquet de choses qui fait que je ne suis pas motivée à mon travail. Donc, je ne suis pas nécessairement complètement compétent ou capable de faire ce qui m'est demandé de faire. Ça peut être la culpabilité, je me sens mal de montrer que j'ai des blessures, que j'ai encore de la difficulté, fait que je suis là quand même si j'ai mal, même si je ne suis pas capable de travailler. Ça peut être des problèmes financiers. Je ne suis pas en mesure de travailler, mais je n'ai pas le choix. Okay? Donc, il y a plusieurs causes qui nous permettent de comprendre pourquoi les gens restent au travail. On a parlé hier, M. Ponsard a parlé de culture d'entreprise. Il y a ça aussi, les entreprises, des fois, de façon volontaire ou non, souvent involontairement, vont un petit peu encourager le présentéisme, hein, parce qu'ils veulent que tout le monde soit porteur de ça, mais c'est difficile de tracer la ligne où on doit se réveiller et dire, bon, bien, ça, c'est peut-être un petit peu trop loin au niveau du présentéisme. La pénurie de main-d'œuvre. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un fait. Il y a des entreprises qui le vivent plus que d'autres. Je parlais hier avec quelqu'un de chez Lafarge, je pense, qui me disait qu'il y avait quand même beaucoup d'employés. Ils avaient été capables de combler. C'est peut-être pas vous qui êtes capable de combler, dans le fond, la pénurie de main-d'œuvre avec les travailleurs étrangers. C'est très bien, mais quand on a 250 travailleurs étrangers, ça arrive avec d'autres enjeux. Les enjeux de la barrière de la langue pour les former en SST. Moi, j'ai formé des gens en ergonomie qui étaient afghans, qui ne parlaient même pas anglais. Donc, ça me prenait un traducteur anglais, que c'est sa deuxième langue, qui traduisait en afghan. Très difficile de bien former sur la santé-sécurité et sur les enjeux de risque quand il y a une barrière de langue. Il y a une question de croyance, de culture. Donc, la pénurie de main-d'œuvre nous amène là aussi. Ici, c'est une dernière enquête qui a eu lieu en 2022 sur les défis liés à la main-d'œuvre au Canada. Puis vous voyez qu'il y a, dans les entreprises de plus de 20 employés, il y avait 60 % dans le fond qui disaient que ça allait être un obstacle, qu'il allait avoir des postes vacants. Donc, c'est vraiment une réalité. La marge de manœuvre. La marge de manœuvre en ergonomie, c'est un concept. Vous avez vu que je suis aussi ergothérapeute. Comme dans ma profession, j'ai fait 15 ans de réadaptation. Ça a été emprunté, ça, la marge de manœuvre, notamment
pour le retour des travailleurs blessés. Hein? Vous avez tous des histoires de cas dans vos entreprises avec limitation fonctionnelle, avec retour progressif. Donc, il y a quand même une difficulté de mettre des accommodements. Mais la marge de manœuvre, à la base, c'est un concept ergonomique qui est l'espace de régulation que j'ai comme travailleur. Donc, c'est la possibilité de varier mes façons de faire pour m'adapter à la situation. Okay? Que je sois la personne qui est en présentéisme, qui est en douleur, qui trouve ça difficile d'être au travail, je dois avoir des outils, ou si je suis le travailleur qui reste, puis qui doit travailler avec des gens qui ne sont pas en mesure de faire tout ce qu'ils ont à faire, ou carrément des postes qui sont non comblés. Donc, autrement dit, c'est l'espace de régulation qu'une personne a au travail, puis qui va varier en fonction des caractéristiques d'une personne. En ergonomie, on va souvent analyser selon les déterminants. Hein. On analyse les risques, on dit « OK, voici les risques », on veut agir sur les déterminants, et souvent, on va avoir tendance à rester au niveau des déterminants un peu plus autour du travailleur. C'est-à-dire, on va chercher des solutions pour l'aider dans sa marge de manœuvre, dans sa possibilité de s'adapter à la situation de travail au niveau de son espace, de ses outils, des équipements qui sont proches de lui. On va souvent oublier de regarder un petit peu plus large. En ergonomie, on va aller regarder l'environnement, les déplacements, les collaborations, les modes opératoires de différentes personnes, les équipements plus fixes dans l'entreprise. On va se déplacer en macro pour aller regarder c'est quoi l'organisation du travail, les pauses, les rotations. Ils sont formels, non formels. L'environnement social, les collaborations, l'intégration des nouvelles cultures, les déplacements longs dans l'entreprise. Donc, on va faire cette analyse-là, mais quand on est en situation comme vous, est-ce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre qui est là, où on a de l'absentéisme à court terme, on doit essayer de trouver des solutions et on a tendance à rester autour du travailleur. Il y a quand même des choses que le travailleur fait pour s'ajuster dans sa marge de manœuvre. Okay? Donc, il faut essayer de rayonner un petit peu plus loin dans le processus. Puis là, ici, je vous montre le modèle de compréhension des situations de travail. C'est un modèle qui a été publié par Nicole Vizina, une pionnière en ergonomie qui est à l'UQAM actuellement. Encore, en fait, elle doit être bien près de la retraite. Donc, c'est un modèle de compréhension. Puis vous voyez qu'on a toujours le travailleur qui est au centre. Mon travailleur, il a son âge, son genre, ses capacités physiques. Il y a des caractéristiques physiques et psychologiques qui lui sont propres. Il a sa propre expérience dans l'entreprise ou ailleurs. Donc, lui, il a des possibilités de gérer son activité de travail. Son activité de travail, elle est physique, mais elle est aussi mentale et elle est aussi sociale. Okay? Donc, le processus de régulation du travailleur, c'est pour rester en équilibre entre la demande de productivité et de qualité et ma santé physique et mentale. Donc, le travailleur a une marge de manœuvre qui est définie par ses propres stratégies et par ce qui est donné par l'entreprise pour rester en équilibre. C'est ça qu'il essaie de faire toute la journée, toute la semaine, toute l'année. Donc, sa marge de manœuvre va être définie aussi par les moyens. Donc, les déterminants que je vous ai montrés tout à l'heure, micro, méso, macro, on les retrouve dans le modèle en haut. Ce sont tout ce qui est offert par l'entreprise, toutes les conditions, les trucs, les caractéristiques qu'on a, les collègues, la façon qu'on va mettre les exigences de travail, de quantité, de qualité. Okay? Donc, on a un travailleur qui est toujours en équilibre comme ça dans sa marge de manœuvre. Un incident dans ma vie personnelle qui m'amène en présentéisme, parce que j'ai une problématique de santé mentale ou de violence conjugale qu'on parlait hier, les deux actrices de la CNESST, mais ça se peut que dans un certain moment, ma marge de manœuvre de gestion de mon stress soit moins bonne durant cette période-là. Je dois, comme travailleur, trouver des outils pour augmenter ma marge de manœuvre. Et si j'en parle à mon employeur, ça se peut que lui aussi me donne certains outils pour augmenter ma marge de manœuvre durant cette période plus critique. Mais ça prend beaucoup de communication et d'accueil entre l'employeur et l'employé pour être capable de déceler ces choses-là et de mettre en place des moyens. Donc, le modèle de compréhension, vous voyez, la marge de manœuvre vient de moi, à l'interne, comme travailleur, mais il y a aussi une part de marge de manœuvre qui vient de l'externe, c'est-à-dire de ce que l'entreprise met en place. Et là, l'objectif d'une intervention ergonomique, c'est toujours d'augmenter et maintenir une marge de manœuvre. Un travailleur blessé qui revient a une plus faible marge de manœuvre interne parce qu'il y a plus de douleur, moins d'endurance physique à court terme. Il y a du stress, il y a de l'anxiété face à la nouveauté. Et là, l'entreprise va mettre des moyens en place pour l'aider. Retour progressif, horaire allégé, va essayer de compenser
cette marge de manœuvre interne qui est réduite momentanément par une marge externe. Ça va jusque-là? Tout le monde me suit? Good. Donc, les caractéristiques de l'opérateur, hein, l'expérience, sa formation, sa capacité à s'adapter, sa résilience, son âge. Hein, un jeune de 20 ans a une meilleure marge de manœuvre physique qu'une personne de 55 ans. Puis là, je dis 55 ans, c'est très jeune, 55 ans, mais dans les statistiques de la CNESST, 55 ans, c'est un vieux travailleur musculo-squelettique. Et dans les études, c'est vrai qu'à partir de 55 ans, les problématiques musculo-squelettiques sont souvent plus graves et plus longues à revenir. Okay? Donc, on veut faire attention à ces travailleurs-là. Okay? Donc, si je fais un exemple avec mon modèle de marge de manœuvre de tantôt, okay? Vous reconnaissez, j'ai mon travailleur ici. Admettons que j'ai un nouveau travailleur qui vient d'arriver dans mon équipe, pour après ça regarder un petit peu plus l'impact de la pénurie. Donc, j'ai un nouveau travailleur qui a moins d'expérience. Il y a certaines caractéristiques qui lui permettent de gérer la nouveauté, la demande de productivité que l'entreprise a. Mais s'il y a une augmentation trop rapide de la quantité qu'on lui demande de produire, par exemple, okay, on fait fi du fait que quand il arrive, il y a une moins bonne marge de manœuvre en termes de stratégie et d'expérience. Il est peut-être un peu stressé aussi. Qui dit stressé dit augmentation du tonus musculaire. Qui dit travail physique sur une augmentation des tensions musculaires, bien, augmentation des risques musculo-squelettiques. Et dans les premiers mois de travail, on sait que quand même exigeant physiquement, on est en train d'habituer notre corps à des nouveaux mouvements. Donc, si j'augmente trop vite et qu'il n'y a pas l'expérience nécessaire avant ce travail-là ou actuellement pour faire face à ça, on va le mettre dans une situation de bris de son équilibre. Okay? Et on va le diriger plus vers un problème de santé. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si je prends juste l'encadrer avec le geste, hein, puis que je fais vraiment l'encadrer sur le physique? Oui, il y a un travail mental, un travail social, mais il y a un travail physique qui va être important pour lui, où est-ce qu'il va être plus rapide, plus saccadé, plus tendu. La sollicitation musculaire va être plus grande pour lui. Si je ne lui donne pas de moyens externes pour gérer cet apprentissage moteur-là, bien, je vais le précipiter vers les troubles musculo-squelettiques. C'est pour ça qu'en général, dans vos entreprises, il y a un moment de formation. Souvent, on va mettre en place une atteinte d'objectifs de productivité dans un certain laps de temps. Mais quand on est en pénurie de main-d'œuvre, des fois, on n'a pas le temps tellement de donner ce temps-là parce que quand la personne arrive, on l'attend. On a hâte qu'elle arrive dans notre entreprise pour pallier justement le manque de travail. On a tendance peut-être à négliger l'importance de cette marge de manœuvre-là chez les nouveaux. J'avais mis la santé mentale, je vais juste faire un encadré. C'est la même chose avec la santé mentale. Si mon activité mentale est très élevée, très stressante, beaucoup d'apprentissage de nouveaux processus, beaucoup d'apprentissage de différentes opérations à faire, d'échanges, de stress, d'apprentissage des communications de ces nouveaux collègues, ça se peut que si je n'ai pas le soutien comme employé, que j'ai de la difficulté à rester en équilibre entre cette sollicitation-là mentale, cette charge de stress et la productivité attendue, et je vais me retrouver aussi en situation où est-ce que je peux m'épuiser ou avoir des réactions, en fait, en lien avec cette charge-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on fait en général? C'est que pour les nouveaux, on va leur faire un calendrier progressif d'arrivée. On va mieux les former ou s'assurer qu'on a une formation qui va être bien élaborée. On va faire des suivis de notre formation pour s'assurer de leur donner aux nouveaux vraiment un encadrement pour que leur marge de manœuvre grandisse tranquillement en diminuant les moyens externes. Et eux vont augmenter leurs habiletés, leurs stratégies, puis ils vont être capables de faire face à ce qu'on leur demande plus rapidement. Il peut y avoir un jumelage, par exemple, pour le transfert des savoir-faire. Je mets des exemples, hein, il y a clairement beaucoup plus de choses que ça. Pour rester simple, je vous mets quelques petites idées comme ça. Fait que là, je vais augmenter plus rapidement son expérience, et là, tranquillement, l'équilibre va revenir et je vais pouvoir vraiment m'assurer qu'il reste en santé. Mais ça prend une conscience de ça quand il y a un travailleur qui arrive ou quand il manque des gens, puis de s'assurer qu'on fait le processus adéquatement tout au long de l'insertion d'un travailleur. Je vous donne maintenant un exemple quand il arrive de l'absence. Donc, exemple d'un poste d'assemblage de portes. Donc, ils sont 8 travailleurs à assembler des portes. Ils doivent poser différentes composantes sur des portes de véhicules d'urgence. Ils doivent poser la serrure, doivent poser les charnières. Il y a des trous à faire, tout ça. La partie la plus complexe, c'est vraiment d'aller installer là, toute la poignée avec le verrou et tout ça. C'est un petit peu plus technique. Ils sont 8 sur la ligne et ils font la porte au complet, puis ils doivent faire un certain nombre de portes. Il arrive un matin, il y a absence de 2 travailleurs
qui sont malades. On a vécu ça dans la COVID, hein, parce que ça arrivait vraiment plusieurs travailleurs en même temps dans un département. Et dans ce département-là, bien, il n'y a pas possibilité de déplacer personne pour les aider. Donc, comme on est dans un contexte de juste à temps, comme il a été mentionné hier, donc l'entreprise dit, bon, bien là, aujourd'hui et demain, il nous manque 2 travailleurs, il faut absolument qu'on produise parce que c'est en attente et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, souvent, il y a une augmentation de la quantité à produire pour la journée. Hein, on va un peu se serrer les coudes, on va dire, OK, bien, on va essayer d'aller plus vite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus vite? Comment on pourrait organiser si on n'est pas capable d'avoir de l'aide extérieure? Et là, souvent, ceux qui ont beaucoup d'expérience vont s'en tirer un petit peu mieux parce qu'ils vont être capables, avec des stratégies puis avec l'expérience qu'ils ont déjà acquis de ces situations-là, ils vont savoir un petit peu comment mieux s'organiser, ils vont changer leurs choses. Mais les plus jeunes ou les gens qui ont moins de stratégie interne de gestion de cette variabilité-là vont se retrouver momentanément dans une situation un petit peu plus stressante mentalement et physiquement. Okay? Si ça dure une journée, ça va, mais des fois, ça dure plus longtemps. Donc, on va aller tergiverser leur équilibre, puis là, on a plus tendance à dire, bon, bien, est-ce que je peux créer un problème de santé? Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait réviser l'attribution des opérations? Ça peut être ça qui peut être fait. Hein? Les gens plus expérimentés dans cette usine-là, ce qu'ils ont fait, c'est, bon, bien, on en a 2 qui sont vraiment experts pour la pose de poignée. Ils font ça en la moitié du temps que les autres. Donc, eux, pour cette journée-là, on va les mettre à la pose de poignée. Fait qu'on va redistribuer, en fait, la façon de faire momentanément pour 1 ou 2 journées de juste à temps, puis de voir comment on est capable de mettre en place une autre stratégie. Il peut y avoir un jumelage aussi en équipe avec un expérimenté puis un moins expérimenté pour un petit peu faire encore un transfert de savoir-faire. On n'a pas tendance à faire ça quand la partie formation est terminée. Mais devenir un expert ou devenir très à l'aise dans un poste, ça prend plus qu'1 ou 2 mois parfois. Mon expertise à moi, c'est davantage la manutention manuelle puis la formation. Un expert en manutention manuelle, même si on pense que c'est très facile, la manutention manuelle en termes de directives, dans les études, ça nous montre que ça prend entre 5 et 10 ans pour devenir un expert physiquement et au niveau décisionnel, au niveau de la manutention manuelle de métier. Okay? Donc, c'est un peu la même chose pour certains types de travail. Maintenant, tout ça, je veux que vous compreniez que la marge de manœuvre, quand il manque des gens, c'est une chose, mais au courant de la journée, le concept de variabilité est super important en ergonomie. C'est-à-dire que la marge de manœuvre d'un travailleur lui permet de faire face à de la variabilité. Donc, si moi, je passe un mauvais coton psychologiquement ou physiquement, pendant un certain temps, ma marge de manœuvre interne, elle est réduite. Ça se peut que j'en parle à mon superviseur immédiat, que je lui dis, tu sais, en ce moment, j'ai vraiment mal dans le dos, puis qu'on trouve des accommodements pour m'aider à passer à travers. Ça, c'est du commun, c'est des choses que vous reconnaissez. On va essayer de trouver des petits trucs, mais des fois, quand ça perdure dans le temps, c'est là qu'il faut qu'on se questionne sur est-ce que ça vaut la peine de laisser les travailleurs toujours étirer leur marge de manœuvre, puis se mettre dans une situation de déséquilibre entre leur santé et ce qu'on leur demande en termes de quantité et de qualité. Donc, la variabilité, c'est à ça que la marge de manœuvre sert, c'est faire face à ça. La variabilité, elle peut être autant dans les types de situations de travail, elle peut être autant dans les exigences de travail, hein, dans une même entreprise, que dans les moyens qui sont disponibles. Tout le monde a déjà entendu parler là, de le chariot élévateur là, qui est brisé depuis 6 mois. Tu sais, on leur dit, oui, mais il y a un chariot élévateur, tu peux le prendre, oui, mais ça fait 6 mois qu'il est brisé, qu'on n'a pas accès à ce moyen-là. Donc, il faut regarder ces éléments-là comme des éléments qui vont venir un petit peu amputer la marge de manœuvre. Donc, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un petit peu ça. J'ai les moyens que l'entreprise a de mettre des gens polyvalents pour venir nous aider ou ajouter des travailleurs sur une ligne ou à certains postes ou avoir des gens qui vont faire un petit peu de temps supplémentaire de façon régulière pour aller gérer un petit peu la demande. Bien, c'en est un moyen qui manque en ce moment quand on a une pénurie de main-d'œuvre. Puis on peut avoir pas une pénurie de main-d'œuvre en termes de chiffres, mais il y a des entreprises qui ont vécu le départ de beaucoup de personnes avec du savoir-faire. Puis là, on a comme une tranche de nouveaux travailleurs qui, bon, tu sais, ils sont là physiquement, mais ils n'ont pas nécessairement l'étendue du savoir-faire encore pour que ça soit fluide, notre demande de productivité. Donc, 2 types de variabilité. La variabilité normale et la variabilité incidentelle. La variabilité normale, puis j'aimerais ça que vous leviez la main, ceux qui reconnaissent que leur entreprise est une entreprise qui a beaucoup de variabilité normale, c'est-à-dire que ça fait partie du travail. Hein. J'ai mis un camion de pompiers parce que les pompiers, bien,
chaque journée ne se ressemble pas. Ils font face à toutes sortes de situations. Un chat dans un arbre, le feu. Donc, il y a des entreprises que c'est ça. Hein, ils font du troubleshooting. Fait qu'eux, la variabilité, ça fait partie de ça. Même dans la manutention, il y a des gens que ce qu'ils manutentionnent, c'est toujours différent chaque jour. Donc, il y a beaucoup de variabilité qui est prévisible. Les travailleurs sont formés pour faire face à cette variabilité-là. Est-ce qu'il y en a qui diraient que leur entreprise est là-dedans? Qu'il y a une variabilité à tous les niveaux. Il faut être une grande polyvalence à plein de niveaux comme employé. On est un petit peu comme un couteau suisse à ce moment-là. On doit développer beaucoup de polyvalence, beaucoup de connaissances, puis c'est plus long former des gens parce qu'ils doivent faire face à ces situations-là pour être à l'aise d'être à l'aise de faire face. Je dis tout le temps, si je fais une manutention une fois par semaine versus 100 fois par jour, c'est sûr qu'à une fois par semaine, ça va me prendre un certain temps avant de devenir vraiment bonne dans ce que je fais, alors que si je le fais 100 fois par jour, le risque est plus élevé, sauf que j'apprends plus vite mes stratégies. Okay? Un exemple de variabilité normale, ça serait par exemple la charge de travail des comptables en avril. T'sais, à chaque année, les comptables en avril, on le sait, ceux qui ont des amis comptables, appelez-les pas, parlez-leur pas, invitez-les pas, sont occupés. Ça déborde. Okay? Donc, ça va être il va y avoir tous les gens en comptabilité, là, les fins de mois, variabilité normale, augmentation de ma charge. On a aussi les métiers de déménageurs, une variabilité en lien avec les objets et les lieux. Ils peuvent déménager dans un 3e étage, un 2e étage, ça peut être toutes sortes de meubles, des petits, des gros, des boîtes. Donc, eux font face à beaucoup de variabilité. Donc, ça, c'est la variabilité prévisible. Concept de variabilité incidentelle, bien, un bris. La COVID, hein? Une flambée de COVID. Là, on a 15 employés qui sont malades sur ma ligne cette journée-là. Ce n'était pas prévu. Là, ça a fini par devenir prévisible là, dans la pandémie, mais au début, ça ne l'était pas. Donc, survenu d'un accident. Quand la variabilité incidentelle devient tellement répétitive, bien là, il faut se questionner. Hein? Quand ça devient prévisible, comme par exemple, j'avais une formation dans une entreprise un lundi matin. Une semaine avant, elle m'appelle, elle me dit, la conseillère, elle me dit, écoute, laisse faire Pascaline, on va la remettre, la formation, une semaine plus tard, si tu es capable, parce que je viens de me rendre compte que c'est le lundi du lendemain du Super Bowl. Puis elle dit, avec les années que je suis ici, c'est rendu prévisible qu'il va y avoir beaucoup d'absences le lundi, le lendemain. Fait que, tu sais, dans son processus, elle a fait un lien en disant, bien, je le sais que ça va arriver, donc je m'organise autrement. Donc, le concept de variabilité, le travailleur, sa santé d'un côté, la productivité, puis trompez-vous pas, hein, le travailleur va souvent plus pencher sur la réponse à la productivité. Okay? Il va beaucoup vouloir répondre à la productivité, finir sa journée satisfait, se valoriser dans son travail bien fait. Okay? Donc, ce n'est pas rare que je vois qu'on va laisser la santé de côté un petit peu. C'est comme des briques, ça, la variabilité qui arrive sur ton équilibre, que tu dois toujours essayer de gérer. Oh, il m'arrive quelque chose, j'essaie de m'organiser autrement. Et si j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi, puis je suis en équipe, puis que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont formés, puis qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre ni d'absentéisme, bon, on est plusieurs à faire face à ça ensemble. Si j'ai une personne qui n'est pas là cette journée-là, bien, je me retrouve en déséquilibre. Donc, voyez vraiment ces éléments-là comme quelque chose de vivant chez le travailleur, cette régulation-là. L'absentéisme et la marge de manœuvre, bien, la variabilité incidentelle, souvent, ce qui arrive, c'est que s'il y a un absentéisme, une journée, 2 journées, ou quelqu'un qui tombe en arrêt de travail, dans les premiers jours, hein, on va rapidement se réorganiser sur des petites solutions. Des fois, on va tarder à dire, bon, bien là, ça commence à être finalement, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, finalement, il est en arrêt de travail. Donc, il faudrait que je mette des éléments en place plus rapidement. Des fois, on va tarder un petit peu cette réorganisation-là. Il faut se questionner combien de temps le statu quo est correct. Okay? Il y a certains développements de troubles musculo-squelettiques qui se font effectivement sur du long terme, mais si je prends l'exemple de l'épicondylite, hein, le tennis elbow, une augmentation importante de l'intensité et des gestes sur une courte période est suffisant pour déclarer une inflammation aiguë d'épicondylite. Donc, il y a certains troubles musculo-squelettiques qui vont se développer rapidement. Donc, des fois, selon votre type de travail, si vous connaissez bien vos facteurs de risque biomécaniques, dans les postes, ça vous permet de prendre des décisions plus rapides sur ce que j'ai à faire. Si je regarde le présentéisme maintenant, puis que j'inclus à ça aussi les gens qui ont déjà des limitations fonctionnelles ou des limites connues, okay? Qu'on a déjà commencé à déléguer. Hein? On a dit, bien, tu sais, là, Jean-Marc, c'est moins facile pour lui là, maintenant de se concentrer sur ces choses-là. Fait qu'on l'a délégué à Arthur. Tu sais? Fait que c'est lui qui prend cette charge-là maintenant. Fait que ça va, tu sais.
Mais là, à un moment donné, il y a une autre personne qui a de la difficulté, puis là, Arthur, on lui délègue d'autres choses. Puis ça devient très insidieux. Puis là, maintenant, Arthur, il y en a trop, là. Okay? Quand il y a des changements qui perdurent dans le temps, qu'on connaît, qui sont en lien avec du présentéisme, des gens qui sont moins fonctionnels, qui ont des problématiques physiques ou mentales qui font que momentanément, mais que ça va souvent s'étirer. Vous avez vu les chiffres hier, comment ça peut être long, les problématiques au niveau psychosocial. Donc, c'est socialement accepté. Hein? Ah, bon, tu sais, ces deux dames-là, ils ne lèvent plus de charge, fait qu'on va les aider. Fait que, tu sais, on se réorganise, on s'accommode, mais il faut quand même prendre un pas de recul sur comment ça a un effet sur la marge de manœuvre des travailleurs restants. Est-ce qu'eux, c'est correct? Est-ce qu'ils gèrent bien? Est-ce qu'ils ont suffisamment de marge de manœuvre interne? Puis si Arthur, il se sépare, là, mettons, puis qu'il vit un mauvais coton, ou qu'il reçoit une balle dans le front au hockey cosum, puis il fait un traumatisme crânien léger, puis qu'il y a une couple de mois qui est moins capable de supporter la charge mentale de ce qu'on lui avait délégué, est-ce qu'on a des mécanismes pour vérifier ça? Ça va? Donc, la pénurie de main-d'œuvre, bien souvent, ce que je remarque dans les milieux de travail, c'est qu'on est toujours dans l'espoir qu'on va régler le problème, c'est sûr que c'est correct, mais des fois, c'est long avant qu'on décide de mettre en place une structure. C'est long avant qu'on décide, bon, bien là, la pénurie de main-d'œuvre, vraiment, on a comme 3 postes non comblés. On s'est organisé en déplaçant les choses. Prenez un pas de recul. Parfait. On a déplacé ça comment? C'est quoi l'impact que ça a sur chacun de ces travailleurs-là? Puis combien de temps est-ce que je pense que je peux maintenir ça avant de revoir ma structure avec 3 postes manquants? Okay? Fait que c'est des questions à se poser pour s'assurer qu'on ne reste pas dans un statu quo qui, finalement, va amener une exposition de facteurs de risque chez la personne qui va finir par perdre son équilibre. Je vous rappelle que la personne, elle a aussi des choses qu'elle vit dans sa vie personnelle qui peut l'amener en déséquilibre, qu'elle va devoir gérer et composer avec. J'ai fait un petit exemple très, très, je dirais, simpliste de ce qui pourrait être, juste pour vous montrer, si j'ai l'absence de travailleurs un matin, ou j'ai une personne qui est partie pour de bon, j'ai le choix, c'est soit que momentanément, j'augmente la quantité produite par travailleur, selon le type d'entreprise que vous êtes, soit j'augmente le nombre d'heures travaillées. Hein, je leur dis, bon, bien, qui peut faire du temps supplémentaire, ou on va tous rester 2 heures pour essayer de combler le manque au lieu d'augmenter notre vitesse de travail. Pardon, ou on peut accepter une baisse de production. C'est rarement cette option-là qui surtout dans un contexte de juste à temps, ce n'est pas toujours possible. Donc, si j'augmente la quantité produite, ça veut dire que j'augmente la vitesse du travail des travailleurs. Et là, je peux amener des postures crispées, une diminution de la récupération musculaire, plus d'erreurs. On recommence, donc plus de productivité. Okay? Fait que ça peut être ça l'incidence de l'augmentation de la vitesse des opérations. Ou je peux dire, bon, bien, on va attribuer des opérations par compétence. Hein? Ceux qui sont vraiment bons dans cette phase-là, on va revoir notre ligne d'assemblage, on va restructurer momentanément. Mais là, ce qui va arriver, c'est que ça se peut qu'on augmente les gestes répétitifs. Les personnes qui faisaient toute la porte, hein, c'est intéressant, ils lèvent une porte, ils font toute la porte, des fois ils percent, des fois ils visent, des fois ils se promènent, des fois... Ça fait une variabilité des opérations qui est très, très bonne musculairement pour la récupération motrice. Et là, si je dis, bien, parfait, toi, tu vas faire juste les poignets, fait que il va passer sa journée penché comme ça, augmenter les postures statiques, la posture courbée, les petits gestes, la visibilité. Puis là, si c'est une journée, ça va, 2 journées, mais finalement, on reste comme ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce qu'on trouve que ça va bien. Lui, on vient de le mettre dans une situation d'augmentation de certains facteurs de risque qui vont amener un déséquilibre. Okay? Donc là, je peux dire, bon, bien, une petite solution dans mes moyens d'entreprise. Est-ce que je pourrais augmenter les pauses, rajouter une pause de plus dans ce contexte-là, ou des micro-pauses? Okay? Essayer d'avoir un petit peu plus de relaxation musculaire. On sait qu'avec les membres supérieurs, dans du travail dynamique, on voudrait avoir un 10 à 20 du temps où est-ce qu'il y a un repos musculaire des bras, c'est-à-dire qu'on revient au neutre. Okay? Minimalement 15 secondes consécutives. Donc, on essaie de trouver des solutions dans notre travail pour insérer ça. Même chose pour les postures crispées. Puis, même affaire pour augmenter les heures de travail. On va arriver dans les postures. Donc, on a une solution. On dit, bien parfait, on va faire ça, mais on segmente. Au lieu d'avoir une pause de 20 minutes, on en prend 2 de 10 minutes ou on en insère 2 de 5 minutes qui vont permettre aux gens de se reposer musculairement et d'être capable de faire face. C'est un exemple très grossier. C'était juste pour vous montrer un petit peu comment il faut penser à la marge de manœuvre. Je vous propose, ça c'est vraiment de mon propre cru, une démarche d'analyse, c'est
Premièrement, quand il y a une absence, qu'il y a une personne qui est en présentéisme ou qui ne peut pas toutes faire les tâches, posez-vous la question, comment l'absence impacte le travail réel? Première chose, avec les travailleurs. Bien, moi, ça fait ça, moi, ça fait ça, moi, je trouve que ça, moi, je finis ma journée plus fatiguée. On répertorie ça un petit peu. Après ça, c'est quoi la durée estimée réalistement là, de notre absence ou de cette situation-là? Puis de quelle façon les travailleurs s'adaptent? Fait que comment tu fais, toi, pour faire ça? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi tes stratégies? Fait qu'on vérifie un peu, puis là, on va se rendre compte des fois qu'il y en a qui ont des super bonnes stratégies, puis il y en a d'autres un petit peu moins. Okay? Il y en a qui vont accélérer le rythme pour aller chercher une pause plus longue, peu importe. On vérifie un petit peu c'est quoi les stratégies, puis on va regarder est-ce que ces stratégies-là ou l'augmentation de la difficulté va avoir un effet à court, moyen ou long terme en relation avec la durée que j'ai estimée. Okay? Donc, je me pose ces questions-là avant d'aller trop loin dans des solutions pompiers un petit peu au poste de travail. Donc, si je veux agir sur la marge de manœuvre interne, il faut que je fasse de la réassurance, que je fasse de l'écoute, que je leur dise, bien, regarde, on le sait que c'est difficile, voici ce qu'on te propose comme solution. On vous propose tantôt, le superviseur, je vais arrêter 3 minutes, là, on va faire un exercice d'étirement. Fait qu'on essaye d'apporter des choses, on rappelle des principes importants. On a une personne qui va être responsable de faire le tour de plus cette journée-là pour s'assurer que tout le monde va bien. On va jumeler un ancien puis un nouveau. Puis on va leur demander de prendre leur pause ensemble pour jaser un peu. Puis comment ça va, ton augmentation de cadence, est-ce que ça va bien? Donc, on trouve des moyens pour les aider dans leur marge de manœuvre interne. Okay? On va agir sur la marge de manœuvre externe. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller chercher un outil dans un autre département? Est-ce qu'on pourrait louer un outil de plus cette semaine pour nous aider? Est-ce qu'on pourrait réorganiser les rotations? Est-ce qu'on pourrait réorganiser l'horaire? Est-ce qu'on pourrait proposer des pauses? Est-ce qu'il y a des collaborations qui pourraient être faites? Donc, dans tous les moyens externes fournis par l'entreprise, on se questionne sur ce que nous, on peut faire. Puis, on l'aborde de cette façon-là avant de prendre une décision trop à court terme. Voilà. Donc, marge de manœuvre. Je vais conclure avant la période de questions, ce que je fais rarement, mais ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est le principe de marge de manœuvre doit être au cœur de votre réflexion quand vous prenez une décision en lien avec l'absence, la présentéisme, la pénurie de main-d'œuvre. Toujours garder en tête que cet espace de régulation-là, il change pour chaque individu et il change dans le temps aussi selon ce que l'individu passe à travers. Donc, à chaque fois qu'on a une variabilité dans le travail, on prend on ajoute dans notre processus interne évaluer la marge de manœuvre ou l'impact sur la marge de manœuvre. Ça nous donne un pas de recul puis une vue d'ensemble un petit peu plus grande que juste ce qui se passe au niveau micro autour du travailleur. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prête si vous avez des questions. Il nous reste un petit 6 minutes.